annoncé le doublement des plafonds pour les auto-entrepreneurs. Est-ce que sur le principe, c'est une bonne idée? Oui, l'idée peut sembler tout à fait séduisante. Moi, d'abord, je voudrais dire que les réformes qui sont annoncées par ce gouvernement vont globalement plutôt dans le bon sens. D'abord parce qu'elles disent il faut favoriser le travail indépendant. Enfin, un gouvernement ne se cache plus pour dire que le travail indépendant va trouver sa place à côté du salariat, et ça, c'est vraiment remarquable. Alors, il ne va pas aussi loin que je le souhaiterais, notamment, il ne prévoit pas les modalités d'un travail indépendant dans l'entreprise et l'organisation de ce travail indépendant dans l'entreprise. C'est tout le sujet des plateformes numériques, c'est tout le sujet de ce que font les Anglais font une bataille victorieuse contre le chômage à partir de ces travailleurs indépendants qui viennent dans les entreprises apporter à la fois leur force de travail, mais aussi la flexibilité dont ont besoin les entreprises pour adapter leur volume d'activité. Donc ça va dans le bon sens parce qu'il y a une reconnaissance du travail indépendant. Le travail indépendant explose partout dans le monde, même si on tente de le dissimuler ou de le contraindre, parce qu'il correspond à cette révolution technologique qui fait que la loi de l'offre à la demande, elle joue aussi pour l'activité, pour le travail, et donc la rencontre de quelqu'un qui veut offrir ses prestations à quelqu'un qui en a besoin, eh bien c'est ça la révolution numérique, elle doit jouer aussi là. Donc elle va jouer, et le gouvernement a raison de favoriser ce travail indépendant. Ensuite, comme toujours, le diable est dans les détails, et sur un certain nombre de réformes portées par ce gouvernement, il y a des interrogations. Le doublement du plafond, très bien, puisque l'auto-entrepreneur va pouvoir exercer son activité sous la forme du statut de l'auto-entrepreneur avec des plafonds majorés. Mais on ne met pas la franchise de TVA qui accompagne dans l'ancienne mouture de l'auto-entrepreneur ce plafond. Là, c'est déconnecté, donc quelqu'un qui va tangenter les nouveaux plafonds n'aura pas la franchise de TVA et donc sera assujetti à la TVA. Mais il sera assujetti à la TVA comment et de quelle manière? Puisqu'il y aura cette franchise de TVA qui continuera de perdurer sur les anciens plafonds. Donc, double comptabilité, déclaration de TVA a posteriori. Bref, on est dans un univers de complexité, là où le statut de l'auto-entrepreneur veut de la simplification. Ça n'est pas bien. On aurait mieux fait d'augmenter de 25% ou de 30% les plafonds, mais d'augmenter la franchise de TVA à hauteur de ces mêmes plafonds. Et là, on avait la pureté, si j'ose dire, du régime de l'entrepreneur qui était préservé. D'autres mesures vont, elles aussi, dans le bon sens, mais peuvent receler des difficultés. L'exonération de charges sociales, très bien, ça existe pour l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises, et on l'étend à tous les créateurs potentiels. C'est quelque chose qui existait auparavant, dans les années 90. Ça avait été remis en cause par les gouvernements pour éviter que l'année suivante, là où il n'y a pas d'exonération, il y ait un effet rebond qui facilite, si j'ose dire, les faillites ou les défaillances d'entreprises. Là, l'exonération serait progressive, donc on éviterait peut-être ces difficultés. En tout cas, c'est certainement une mesure qui va dans le bon sens. La mesure phare, au-delà de ces deux-là, c'est la suppression du RSI. Je dis suppression entre guillemets puisque c'est la formule retenue, mais en fait c'est une suppression qui n'a de suppression que le nom, puisqu'on va créer un guichet RSI entre guillemets à la sécurité sociale avec des cotisations spécifiques qui vont perdurer, et avec donc ce guichet dédié, cette concession à la communication qui est faite, le RSI sera logé à la sécurité sociale. À terme, est-ce que ce RSI sera supprimé et est-ce qu'on aura une sécurité sociale pour tous, salariés ou non salariés, comme le sous-tend ce projet? C'est à voir. Ce serait dangereux.
je l'ai dit et je le redis, il y a, de mon point de vue, une philosophie entrepreneuriale qui existe et qui peut exister, y compris pour les auto-entrepreneurs qui créent une activité ou qui vont contre rémunération forfaitaire, contre prestation tirée des émoluments de telle ou telle plateforme. Ça existe aussi pour ceux-là, pas forcément pour tous, mais il y a une dimension philosophique qui est niée. Et ça me semble très important parce que porteur de déséquilibre à terme, l'auto-entrepreneur est un entrepreneur. Il veut développer une activité. Et dès lors, ça n'est pas un salarié. Et il y a un risque de dévoiement de cette réforme vers une sorte de tous salariés à l'avenir qui ne me semble pas être la bonne idée. On peut avoir des protections sociales équivalentes. Et c'est juste. On n'a pas le droit de confondre un salarié et un non-salarié. Ça n'est pas la même fonction. Ça n'est pas la même subordination. Il y a aujourd'hui une aspiration d'une partie de la société française, mais d'une partie de toutes les sociétés évoluées ou de toutes celles qui empruntent le numérique comme révolution technologique, et elles vont toutes le faire, il y a une aspiration au travail indépendant. Et ce travail indépendant, il doit bien sûr avoir des protections équivalentes dans leurs principes, la maladie, la retraite, le chômage, la perte d'activité, mais elles ne doivent pas être financées toutes par la solidarité nationale. Il y a des assurances personnelles qui doivent être prises par ces travailleurs indépendants et je trouverais proprement choquant, mais plus exactement faux en termes philosophiques et en termes de conception de la société, qu'on puisse financer sa perte d'activité avec des cotisations sociales, y compris des salariés. Les salariés perdent leur emploi, c'est un accident, c'est un drame. La solidarité doit jouer, elle joue sous la forme de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. Mais pour un travailleur non salarié qui perd une activité, il doit s'assurer contre cette perte d'activité. C'est un accident dans son aventure entrepreneuriale et il doit s'en prémunir à titre personnel. Donc on voit que cette réforme, elle va dans le bon sens dans un certain nombre d'aspects. Elle a cette ambiguïté très forte qui rejoint un peu le rêve de tous ceux qui voulaient considérer qu'il n'y aurait dans le monde que des salariés d'un côté et des patrons de l'autre. Ça, c'est la vision, j'allais dire, néo-marxiste d'une certaine manière, d'une opposition entre classes, entre salariés d'un côté et entrepreneurs de l'autre. L'auto-entrepreneur montre qu'on peut surmonter cette opposition. Alors, sur le RSI, il y a une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Il y a 80 000 aujourd'hui entrepreneurs ou professions libérales qui ont fait sécession du RSI et qui ne payent plus leurs cotisations, qui se sont assurés ailleurs. Est-ce que la fin du monopole du RSI vous paraît une bonne idée? Je crois qu'à terme, ce monopole doit évoluer. Et autant j'étais porteur d'une réforme très profonde du RSI que j'ai proposée et que François Fillon a bien voulu intégrer dans son programme, qui était d'en faire une caisse de protection des indépendants avec la capacité d'évaluation des charges et de recouvrement des charges conservées à l'intérieur de cette caisse de protection des indépendants. Ça me semblait être beaucoup plus pertinent en ne niant pas la spécificité de l'entrepreneur. Mais une caisse de protection des indépendants, dans mon esprit, à terme, régénérée, remise sur pied, devait être soumise à la concurrence, c'est bénéfique et sous certaines conditions devait être ouverte à cette concurrence, y compris dans tel ou tel de ces aspects, notamment en ce qui concerne le chômage et le revenu pour perte d'activité qui pouvait être assuré par des assurances privées
même dans des conditions aussi avantageuses que pourrait le faire le RSI nouvelle manière tel qu'on le concevait.